Et au fur et à mesure que nous approchions, au fur et à mesure que dans les questionnements vers lesquels je la conduisais, dans les explications qu'elle me donnait en réponse, etc., eh bien, au fur et à mesure de cette phase de l'entretien, au bout d'une vingtaine de minutes à peu près, je l'ai vue commencer à bouger la tête de plus en plus facilement, à un point tel même qu'elle la bougeait quasiment normalement. Et donc je l'ai interpellée à ce moment-là pour lui dire « Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que là, vous êtes en train de me parler et que vous bougez votre tête comme si vous n'aviez absolument rien ?» On était bien sûr à un moment clé où une information était apparue, et cette jeune femme s'est effondrée en larmes. Elle a quitté mon cabinet de consultation avec sa minerve sous le bras, c'est-à-dire que je ne l'ai pas touchée. Je n'ai employé aucune technique particulière, et elle m'a téléphoné dans les jours qui ont suivi. Elle ne s'est pas faite opérer. Rassurez-vous, je ne consulte pas à Lourdes. Derrière ce processus, il n'y a rien eu de magique ou de miraculeux, mais sans doute tout un processus et tout un phénomène qui a fini par traduire dans le corps quelque chose qui s'appelle de la détente. Détente qui, lorsqu'elle s'est inscrite dans la zone cervicale, a permis à celle-ci de se relâcher. Et si cette détente s'inscrivait dans le temps, sans doute à la hernie discale, peut-être, puisqu'elle n'était pas consécutive à une lésion apparemment, de pouvoir se résorber. En tout cas, ce cas-là, ce fut le sien. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, parce que finalement, ce n'est pas le corps qui crie lorsque l'esprit n'entend pas. Je crois que c'est une des hypothèses, en tout cas, qu'on peut poser. Si on reste dans une lecture qui n'est que mécanico-occidentale, chaque fois que nous allons être confrontés à une douleur ou une souffrance, la réponse ou l'origine de celle-ci, ça va être entre guillemets le hasard ou la fatalité. Et après, on peut éventuellement s'interroger de savoir si les êtres humains sont des fétus de paille qui sont ballottés comme ça par le fil de la vie, ou si au contraire, ils ont quelque chose qui s'appelle un volant entre les mains et qui peut permettre d'envisager qu'ils portent une responsabilité, et non pas une culpabilité, mais une responsabilité dans éventuellement les comportements accidentogènes et pathogènes qui les conduisent à un moment donné à rencontrer la souffrance. Et pourquoi ces comportements conduisent-ils à cela? Peut-être sans doute effectivement parce qu'on peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas eu des signaux avant, si on n'avait pas eu des clins d'œil, s'il n'y avait pas eu des petits éléments qui dans notre quotidien nous disaient bah là, tu devrais en faire un peu moins, tu devrais faire attention. On ne va pas dans cette direction-là, fais autrement. C'est-à-dire tout un tas de petits éléments qui, dans ce qu'on va appeler de la synchronicité ou du langage du monde, ou etc., ont été autant de clins d'œil que la vie a essayé de nous adresser, mais que malheureusement, de temps en temps, nous avons une surdité qui fait que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas entendre ces signaux. À partir de ce moment-là, c'est comme quand la ligne est mauvaise avec France Télécom, ou actuellement Orange, eh bien on est simplement obligé de crier un peu plus fort. Et c'est ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, et à ce moment-là, les secousses, les électrochocs, les interpellations finalement de notre corps sont là pour réveiller notre conscience. Le métier d'aiguilleur du ciel est un des métiers reconnus comme étant le plus stressant au monde, et c'est vrai que les carrières sont en général courte, puisque à la trentaine, quelques petites douleurs se manifestent au niveau des douleurs de l'estomac ou autres, mais par la suite, après la quarantaine, il est très difficile d'avoir des employés qui poursuivent dans cette voie. Pensez-vous que ça fait partie aussi de ce cursus-là où la maladie se manifeste pour donner les limites de c'est exactement ça. Alors, après intervient effectivement cette question de la période de vie ou de la phase d'âge. Lorsque les impacts, lorsque les chocs émotionnels ou lorsque les modes de vie sont d'une intensité telle que le corps ne peut pas gérer les choses, ça va exploser très rapidement. Et donc ça va être l'hyperintensité émotionnelle qui va se traduire par un infarctus, ça va être le stress professionnel extrême qui va se traduire par des crampes d'estomac ou une ulcération. Mais il faut savoir aussi que ce sont tout un tas de petits comportements qui s'accumulent au fur et à mesure, donc par exemple des stress professionnels quotidiens, eh bien, qui vont finir par, à un moment donné, user cette espèce de corde corporelle. Et c'est là où la notion du temps va commencer à émerger. C'est comme dans cette espèce de chose qu'on est en train de découvrir avec stupeur aujourd'hui dans le monde du travail, qui s'appelle le harcèlement. Mais c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais dont simplement l'intensité a progressivement, petit à petit, augmenté, quelles qu'en soient les raisons, et fait qu'aujourd'hui, les effets sont beaucoup moins décalés dans le temps, beaucoup plus immédiats, et à ce moment-là sont plus facilement, entre guillemets, repérables par notre regard articulé autour du hasard et de la fatalité. Or, il n'y en a pas. Le stress est immunodéprimant, le stress
épuise l'énergie des reins. Le stress est un gros facteur d'adrénaline, de radicaux libres. Il est un stress de tension physique. Toute personne qui est sous stress se met en sous-ventilation, par exemple, au niveau pulmonaire. Si on sous-ventile au niveau pulmonaire, on élimine mal certaines toxines. Notre corps, petit à petit, se charge et il y a un moment donné où ça doit exploser. Et cette période particulière de la quarantaine est une période qui est non neutre parce que dans les échelles de temps et dans les grands mythes qui construisent l'humanité, on connaît cela à travers Freud et son complexe d'Oedipe, comment il avait, à travers un élément de la mythologie grecque, expliqué ce que pouvaient être des comportements psychiques et la manière dont un individu avait besoin on va dire, d'étalonner les rapports à son père et à sa mère. Mais il faut savoir que les grands mythes, et notamment la mythologie gréco-romaine, nous donne et nous propose justement des périodes, des phases de vie. Et 40-42 ans est une phase qui est non neutre parce que c'est le milieu d'un cycle particulier, qui est le cycle uranien, et c'est le moment des factures parfois brutales, lorsque les comportements ont été, quelles qu'en soient les raisons, ont été non appropriés. C'est ce qui se passe avec Uranus, c'est brutal, c'est un choc, c'est violent. Donc c'est l'âge des AVC, c'est l'âge des ruptures brutales, c'est l'âge des malaises cardiaques, c'est l'âge, maintenant on s'en rend compte, de début, des premières racines de ce qu'ont être un futur Parkinson ou un futur Alzheimer, puisque des recherches aux États-Unis ont montré que ces maladies qui apparaissent à partir de 62-63 ans, là aussi ça n'est pas un hasard non plus, se sont inscrites et ont commencé à manifester des éléments au niveau neuronal et notamment intestinal plus d'une vingtaine d'années auparavant, c'est-à-dire donc vers 40-42. Et donc on se rend compte petit à petit que finalement le corps est un véritable livre ouvert qui parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a quelques semaines a été publiée une étude qui a été menée par une équipe de scientifiques de l'université d'Aberdeen en Grande-Bretagne et qui vient de démontrer que ce qu'on appelle le syndrome du cœur brisé, c'est-à-dire qui sont les personnes qui ont vécu un choc émotionnel, une rupture affective importante, etc., était loin de n'être que psychique et que en fait les gens qui vivaient ce syndrome-là étaient porteurs de véritables cicatrices physiques au niveau de leur cœur. Cicatrices physiques dont la conséquence était que ça durcissait le muscle cardiaque et faisait que celui-ci réagissait beaucoup moins bien face aux sollicitations qui pouvaient suivre dans les années suivantes. Et que par conséquent, ce lien corps-esprit qui a été rompu pendant longtemps, il est en train de se reconstituer. Il est en train de se reconstituer, bien sûr, à travers des personnes comme moi qui le véhiculent à travers des traditions et des modes explicatifs qui sont articulés autour de la connaissance, par exemple, qui est celle de l'Orient, mais il commence à se reconstituer aussi avec la science moderne. Quand on sait pourquoi, quand on connaît la source, la cause de son mal, est-ce que finalement on ne guérit pas? Je ne pense pas qu'on guérisse instantanément. C'est pas non plus magique. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est surtout pas dans la pensée magique. C'est-à-dire que l'idée de fond, c'est quoi? Tout d'abord, c'est de comprendre que donner du sens à ce qui nous arrive, donner du sens à la maladie, c'est reprendre les choses en main, c'est redevenir acteur de ce qui se passe. La deuxième des choses, c'est comprendre pourquoi ça s'est passé. La troisième des choses, c'est que ça va nous amener à modifier des comportements, mais qu'aucune de ces conséquences de la prise de conscience du sens ne signifie qu'il faille sous-estimer, voire mépriser ce qu'est le symptôme et la réalité physique. La capacité à donner du sens n'a en rien signifié qu'il ne fallait pas soigner le corps et qu'il ne fallait pas le respecter. Mais nous sommes dans une culture qui est un petit peu segmentée de cette façon-là. C'est un peu comme quelqu'un qui conduit sa voiture et puis qui n'a pas appris que pour changer de vitesse, il faut débrayer. Donc il va conduire sa voiture, il va changer les vitesses en force, elles vont craquer. Et au bout d'un certain temps, bien sûr que la voiture va tomber en panne. Il va amener sa voiture chez le garagiste qui va démonter la boîte de vitesse, qui va dire « Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que vous avez un pignon de boîte de vitesse qui est cassé, je vais changer ça. » Donc il change le pignon, il remonte la boîte de vitesse, le conducteur repart et continue, crac, crac, crac. Tant qu'on ne lui aura pas donné le sens, tant qu'on ne lui aura pas expliqué que pour changer de vitesse, il faut débrayer, il continuera à dégrader son véhicule. Il en est exactement de même avec nous. C'est-à-dire que nos comportements sont accidentogènes et pathogènes. Comprendre ce sens va nous permettre de faire évoluer, de modifier ce qui, dans nos modes de vie et nos contextes, est sans doute à l'origine de la dégradation de la structure physique. Ensuite, prendre le sens, c'est aussi s'approprier ce qui se passe. C'est comprendre les raisons pour lesquelles ces comportements ont commencé à apparaître. Et là, il y a une vraie sorte de révolution intérieure, avec le fait qu'il y a une réconciliation à soi, il y a une reprise en main de ce que l'on est, de ce que l'on
on a envie de constituer et de mettre dans sa vie. Parce que nous sommes un peu dans l'écume des choses, nous sommes agités par tout ce qui se passe autour de nous, nous sommes des sociétés d'hystérie. Et donc, nous avons l'impression, par ces écrans de fumée que nous faisons, que nous pouvons éviter toute chose, et la première d'entre elles qui est le respect de soi. Or, c'est quelque chose qui est très difficile. Dernier élément enfin, c'est que lorsque le patient est accompagné dans la prise de conscience du sens, il se passe un phénomène étonnant à l'intérieur de lui, parce que le praticien normalement est censé non pas dire ce qu'il y a, mais conduire le patient à le découvrir lui-même. Il y a un phénomène particulier, ce qu'on appelle d'insight, qui se produit, et celui-ci a des conséquences biologiques. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là une accélération du rythme cardiaque, une vasodilatation, un certain nombre de sécrétions hormonales qui vont participer à une réinstauration et à un rééquilibrage du terrain physiologique. Lorsqu'on est dans une culture où finalement, dans une famille, il est un peu normal de vivre sous tension et dans le stress, est-ce qu'il n'est pas conseillé ou plutôt encouragé de faire en sorte de pouvoir désapprendre sa culture sans pour autant la trahir, pour aller de l'avant et finalement se retirer de tout ce stress et pouvoir guérir plus facilement? Ça serait de la médecine préventive en fait. Tous les grands sportifs le savent pertinemment. Quand vous écoutez les interviews, par exemple, de sportifs de sport extrême ou par exemple des pilotes de Formule 1, etc., ils vous disent que quand ils sont en tension, en stress, ils sont en apnée. C'est-à-dire ils sont en apnée totale. Mais il faut bien vous dire que, par exemple, vous parliez tout à l'heure des contrôleurs aériens, quand ils sont devant des écrans où quelques millimètres représentent des centaines de mètres en l'air, ils sont dans une tension extrême, et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas travailler longtemps. Parce qu'effectivement, cette tension a pour effet majeur, globalement, de tout contracter à l'intérieur de nous. À partir du moment où tout se contracte, tous les rythmes biologiques se diminuent. Si c'est quelque chose qui dure pendant un certain temps, mais ça finit par pénaliser les structures organiques. À l'inverse, la détente, la joie, la facilité, le plaisir, le sourire, un certain nombre d'éléments physiologiques collatéraux inverses produisent justement l'effet inverse, c'est-à-dire du relâchement, de la détente, de la dilatation, qui fait qu'à partir de ce moment-là, la libre circulation de la vie peut tout simplement se restaurer d'elle-même. Mais ça ne veut pas dire, bien entendu, que si je suis quelqu'un qui se casse une jambe, il ne faut pas que je me fasse mettre un plâtre. Évidemment, si je suis quelqu'un qui a un vrai problème au niveau cardiovasculaire, il va falloir que je me fasse traiter. Si je fais un infarctus, il vaut mieux que je prenne de la trinitrine, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a, au-delà de cette question du sens, la prise en compte de ce qui a contextuellement conduit à cela, mais bien entendu aussi le fait, par la reprise en main, de se donner les éléments du soin, et donc d'aller consulter le médecin, le praticien, l'acupuncteur, le phytothérapeute, l'homéopathe, en tout cas celui qui sera en capacité de répondre à la problématique physique qui est la mienne. Je crois que la première idée, effectivement, c'est d'abord de permettre aux personnes qui naissent et qui vivent dans des contextes comme ceux que vous décrivez, d'abord de prendre conscience de la relation de cause à effet, c'est-à-dire de comprendre que, par exemple, l'alimentation, c'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs dominants et majeurs, l'alimentation peut être un vecteur absolument incroyable de déséquilibre physiologique, organique, par saturation, par engorgement des organes, par fragilisation de ceux-ci, par l'apport de saveurs et d'éléments nutritionnels, entre guillemets, dégradants, comme par exemple les sucres rapides. Mais bien entendu qu'au-delà de cette prise de conscience, c'est la capacité ensuite à comprendre que l'alimentation, par exemple, est un vecteur de vie. Et qu'en tant que tel, me donner les moyens de réfléchir à ce dont je me nourris, c'est-à-dire ce que je vais transformer en moi, en principe même de vie, n'est pas quelque chose de neutre. Et que donc ça s'apprend, que c'est un travail. Le problème, c'est que nous sommes dans une conscience aujourd'hui qui nous laisse croire que la liberté, ce sont tous les droits et c'est l'absence d'effort. Or, la liberté, c'est peut-être au contraire l'acceptation d'un certain nombre de règles et la capacité à s'en servir correctement. La station debout, pour un être humain, est un déséquilibre permanent, c'est un effort permanent. Et que par conséquent, une nutrition juste, c'est un effort permanent. Nous sommes à la fois sollicités vers ce qui satisfait les sens, qui n'est pas obligatoirement ce qui est le meilleur pour le corps, et puis finalement, à côté de cela, par l'idée de se dire, oui, mais si j'ai envie d'être en forme, ça n'est pas quelque chose de simple, ça n'est pas quelque chose de naturel. Et on dit très souvent que la santé n'est pas un dû. La santé, c'est un travail, c'est un devoir, c'est un effort. C'est un devoir à soi, c'est un devoir au groupe, c'est un devoir à la famille, c'est un devoir à la société. Et que donc l'alimentation est un des facteurs. Mais les modes de vie en sont un autre. En médecine traditionnelle chinoise, la diététique énergétique chinoise comporte à l'intérieur de règles, qui sont des règles globales, qui sont assez intéressantes à connaître et à comprendre,
ce qu'on appelle un certain nombre de repas de fête. C'est-à-dire que le premier des concepts de la diététique orientale, c'est le droit aux entorses. Et il y a une vraie réflexion à avoir par rapport à ce que sont les modes alimentaires, notamment à travers des régimes, qui ne se comprennent qu'à travers des restrictions ou des interdits. Or, il faut savoir que l'interdit absolu, en dehors de cas pathologiques très précis, l'interdit absolu génère un niveau de frustration qui produit le même inconvénient que le produit qu'on va s'interdire de consommer. Et qu'il y a donc une vraie révolution de positionnement par rapport à ce qu'est l'aliment. L'aliment n'est pas quelque chose d'inerte et qu'on ingère, c'est quelque chose qu'on prépare, c'est quelque chose qu'on respecte, c'est de la vie. Alors bien sûr, quand on observe comment les animaux sont élevés, les plantes qui ne voient plus le sol aujourd'hui, oui, nous avons besoin, nous, dans nos sociétés occidentales modernes, de faire un mea culpa total sur le rapport que nous avons instauré à la vie et au vivant. Nous avons perdu le respect de la vie et du vivant, sauf que ça, comme vous le disiez tout à l'heure, le plat nous est resservi. C'est-à-dire que cette espèce de mort perverse que nous ingérons, d'animaux qui ont souffert, ou etc., il y a un moment donné, nous la retrouvons en nous, et elle finit par produire quelque chose. Et donc l'équilibre que nous avons à instaurer, et à notre environnement familial, et à notre environnement professionnel, et à notre environnement nutritionnel, ça n'est pas de vouloir changer cet extérieur, mais c'est nous, à l'intérieur de ça, de nous conduire, de nous éduquer à faire des choix. Et avec la particularité de ce que c'est un choix pour quelqu'un qui est dans un esprit d'adulte, c'est que quand il fait un choix, il accepte d'en payer le prix. Et je crois que là-dessus, il y a une vraie révolution. Merci de rappeler que la santé n'est pas un dû, et c'est vrai qu'elle demande des efforts. Pour cette piqûre de rappel, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler aussi de votre actualité, puisque vous êtes le fondateur de l'Institut de Shiatsu en France. Et actuellement, il va y avoir, on va parler de déferlante, mais de choses très importantes qui vont se passer à partir du début de 2018. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Quelles sont les publications qui vont survenir en tout début à partir de janvier? Effectivement, à travers l'Institut français de Shiatsu, j'ai un institut de formation professionnelle, et l'actualité, on va dire littéraire notamment, mais c'est, on va dire, un monument du shiatsu qui a été publié chez Albin Michel en 3 tomes qui s'appelle Shiatsu fondamental. Un tome sur la technique, un tome sur la théorie, un tome sur la philosophie, d'où vient cette technique particulière. Et parallèlement à cela, une autre publication, j'ai eu l'honneur d'être sollicité par les presses universitaires de France pour leur collection Que sais-je, pour écrire également l'ouvrage sur le shiatsu. Et vient se rajouter à ça ensuite toute une actualité, on va dire, littéraire, alors cette fois-ci beaucoup plus internationale, avec effectivement la parution de 10 mots où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux États-Unis et en langue anglaise dans le monde entier, en Chine dans les 2 langues, c'est-à-dire le mandarin, ce qu'on appelle le chinois simplifié, mais aussi, donc ça c'est pour la Chine continentale, mais aussi en chinois complexe, Taïwan, Macao, Singapour, la Malaisie et Hong Kong, et également beaucoup en Europe de l'Est à travers la Roumanie, la Pologne, la Tchéquie, où mon livre est également publié et va apparaître là. Et donc une très très forte actualité pour laquelle je suis ravi, parce qu'à la fois comment on va dire ça, l'activité de l'Institut français de Shiatsu est très présente, au point que je vais réaliser également des formations en Suisse, à Genève, à Lausanne, et également j'interviens dans des écoles d'ostéopathie en France, etc. Donc une actualité très chargée, et je suis vraiment ravi de ça, bien entendu, parce que quand on ressent une reconnaissance véritable du travail que l'on fait, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir. On voit maintenant que vos ouvrages s'internationalisent, deviennent plutôt mondiaux, puisqu'ils sont traduits en chinois, en mandarin, en anglais. Donc tout le monde va pouvoir en profiter. Est-ce que finalement, vous aussi, vous n'allez pas être amené à vous déplacer et à faire des conférences, peut-être dans d'autres langues, pourquoi pas, avec interprète ou directement en anglais? Bien sûr, c'est déjà envisageable, commence déjà à être envisagé aux États-Unis, en Chine, c'est également déjà ce qui se passe au Japon. Cet été, par exemple, à l'Institut à Paris, est venu le fils de Shizutsu Masunaga, donc le représentant d'une des écoles majeures du shiatsu, qui est le style yokai, qui est venu faire une masterclass dans mon institut. En avril prochain, je repars au Japon avec toute l'équipe des formateurs de l'institut, où nous allons rencontrer donc sur place le fils
Masunaga, l'école Yokai, mais également les représentants de l'école d'Amikoshi, et enfin les représentants de la Zen Shiatsu Association. C'est-à-dire que les 3 grands courants du shiatsu japonais et tokyoïte vont travailler en association avec nous. On va faire des rencontres avec, bien sûr, le projet après, en 2018-2019, que ces maîtres viennent aussi à Paris, à l'Institut. C'est-à-dire que là, il y a, au niveau même international, une vraie reconnaissance. Ça a été pour moi un plaisir incroyable de voir que la Chine, et notamment la Chine continentale, faisait revenir, parce que tous les principes de Dimmu Tuamal, etc., sont basés sur la médecine traditionnelle chinoise. Et Dieu sait si cette reconnaissance-là en retour est quelque chose de... Cette reconnaissance de la source, finalement. Absolument. Sur laquelle vous avez puisé, qui revient aujourd'hui. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et qui me dit d'ailleurs qu'à travers mon travail, j'ai mis en mots les choses qui existaient de façon tacite dans la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise, mais qui étaient exprimées avec un langage assez poétique et exotique, même si c'était dit, les notions d'entité viscérale sont connues en médecine traditionnelle chinoise depuis plus de 3000 ans, mais que le fait de l'exprimer, de le dire de cette façon-là, est quelque chose qui va permettre un retour de cela dans ces pays et une réinscription dans les traditions qui étaient peut-être un tout petit peu laissées de côté. Donc la Chine continentale, ce passage-là particulier, vous touche plus particulièrement, même si le reste vous fait énormément Bien plaisir. Sûr. Chine continentale et le Japon, parce que c'est vrai que ça n'est pas simple selon les différents styles de shiatsu. Je ne parle même pas de la France, où notre pays de clochers gaulois un peu hurleurs a du mal à se réunir et à se retrouver. C'est quelque chose qui n'était pas simple aussi. Et je pense que je vais être un des premiers à réunir... D'abord, j'ai été le premier à réussir à faire venir dans une école qui n'enseigne pas le même style, le dirigeant d'une très grande école, d'un style donc différent d'une autre, qui finalement est quand même venu faire une masterclass dans notre institut, et qu'il a d'ailleurs tellement apprécié que j'ai su que chez lui, dans son école au Japon, il y avait la photo de groupe de l'institut qui était affichée en bonne place. Donc je pense qu'il a été ravi de cette rencontre, et je pense qu'on va faire quelque chose qui va faire que, même pour cette dimension du shiatsu aussi, pour le Japon, il va y avoir un vrai retour et une vraie reconnaissance. Merci beaucoup Michel Odoul pour ce passage au DS Studio, pour nous avoir livré toutes ces informations très très intéressantes. On vous suivra de près à l'étranger cette fois, pourquoi pas, mais je pense que vous allez rester aussi en France. On continue avec l'Institut Shiatsu de France, avec vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes dans des cultures de tort, de raison, de valeurs premières, basiques et imbéciles. Mais être une femme est une chose, être un homme en est une autre. Et plutôt que de créer des poncifs soi-disant égalitaires et qui ne font au contraire qu'éloigner et de mettre en conflit, en lutte, peut-être faut-il déjà que chacun d'entre nous, hommes et femmes, accepte ce qu'il est, ce que ça veut dire, ce que ça représente, les besoins qui sont les siens. Et à partir de ce moment-là, quelque chose pourra émerger. Oui, derrière la féminité, il y a un phénomène physique très précis qui s'appelle les menstruations, qui est une contrainte qui est imposée à la femme. Mais elle a 2 choix. Soit elle l'accepte, soit elle s'oppose. Si elle s'oppose, elle a mal. Parce que le principe de vie, il est puissant et il est plus fort. Et que par conséquent, il y a une nécessité pour les personnes qui sont concernées par ça, et d'ailleurs c'est ce que je faisais à l'époque, donc c'est pas la peine de venir me voir en consultation, parce que je consulte plus, mais ce que je faisais à l'époque, c'est je demandais à la femme qui venait me voir pour ces problèmes-là de se définir. Comment vous percevez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même, etc. Seulement voilà, on a proposé aux femmes de croire qu'elles trouveraient l'équilibre avec les hommes, on leur a dit en devenant leur égal, alors qu'en fait on leur a proposé de faire pareil qu'eux. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui fait que les femmes aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas il y a 50 ans, perdent leurs cheveux, boivent, fument, et ont maintenant dépassé les hommes au niveau des accidents cardiovasculaires. La largeur de leur hanche diminue, elles ont des taux de testostérone qui augmentent, etc. Est-ce que vous croyez que c'est un hasard, ça? C'est validé statistiquement. C'est parce qu'elles se pensent comme des hommes. Au lieu d'être capables de comprendre que ce qu'est la féminité est quelque chose de fabuleux et de fantastique, que ça ne veut pas dire pour autant que ça va devenir une serpillière des mecs, et qu'on peut être, entre guillemets, à l'égal des hommes, sans pour autant faire pareil qu'eux, mais au contraire cultiver ce que sont les forces. Parce que ce système menstruel, qui est une contrainte, surtout pour les femmes actives, qui se veulent libres, qui n'ont pas envie d'être emmerdées par un truc qui leur arrive tous les 28 jours,
c'est aussi ce qui leur permet de donner la vie, c'est ce qui leur permet de porter les enfants, c'est ce qui leur permet d'être au centre du monde. Il y a des situations générales parce que les sociétés proposent une pensée générale sur quelque chose. Mais les hommes, en pendant de ça, ils se mettent à quoi? Il y a 50 ans, il n'y avait pas de cancer du sein chez les hommes. Maintenant, il y en a. Les problèmes à la vésicule biliaire, qui étaient spécifiquement féminins, sont largement partagés par les hommes. On vient de se rendre compte maintenant que les hommes avaient une andropause. C'est-à-dire que passé 45-50 ans, ils se mettaient à avoir des déséquilibres sur le plan hormonal et moral qui ressemblaient foutrement. Je pense que ça va s'arrêter là. Mais de la même façon que les femmes ont beaucoup plus de testostérone, les hommes se mettent à avoir des œstrogènes qui augmentent. Oui, ça, avec les perturbateurs endocriniens en plus, parlons-en. Évidemment. Et par conséquent, sur le plan global et sociétal, il peut y avoir des grandes, on va dire des grandes séries et des grandes manifestations de pathologies qui vont être liées à la manière avec laquelle l'individu se conçoit et se perçoit.